Bonjour, ici donc Jussieu, le Carrefour d'Art et Art. Nous sommes le 11 décembre 2007 et nous accueillons aujourd'hui en premier lieu Louis Barbier qui va nous parler de Toulouse-Lautrec et le théâtre d'ombre et les images de Toulouse-Lautrec. Merci M. Bois. Bonsoir à tous. Je fais aujourd'hui une nouvelle présentation de l'œuvre secrète de Toulouse-Lautrec. C'est une publication de l'Institut Toulouse-Lautrec qu'on va commencer à diffuser. On verra que dans cette publication, on va parler du grand tableau dit Le bal au Moulin Rouge. C'est une affaire, l'affaire Lautrec. Et puis, je voudrais vous présenter aussi à cette occasion l'origine de l'œuvre de Toulouse-Lautrec, créateur d'affiches. C'est tout simplement un petit théâtre de marionnettes. Alors, je vais vous faire une présentation avec ce diaporama. Alors ici, je me trouve au château du Bosc, en compagnie de Monsieur de Saint-Martin, de la comtesse Tapiet de Céléran. C'était il y a bien longtemps déjà pour moi, en 1989. Ça fait plus de 25 ans que je travaille sur le sujet et c'est la découverte de dessins qui m'ont mis sur la piste de Toulouse-Lautrec parce que j'étais pas destiné à ça, c'est pas une volonté, c'est vraiment le hasard. Et on s'aperçoit qu'au milieu de cette photo, il y a le petit théâtre de Toulouse-Lautrec, son théâtre de marionnettes. Ça marche pas ? Bon, on va continuer. Alors, pour cette publication, il faut savoir que j'ai eu le soutien de Monsieur de Saint-Martin en particulier, et puis de Madame Tapiet de Céléran, qui approuvent complètement mon travail. Alors là, le théâtre de marionnettes de Toulouse-Lautrec enfant. Alors, parmi les dessins que j'avais retrouvés, il y a Offenbach, qu'on appelait la cigale, que Lautrec appelait la cigale. Et c'est Offenbach qui va être la clé de ma découverte, parce que si je n'avais pas eu ce dessin en main, jamais je ne serais rentré dans l'univers secret de Toulouse-Lautrec. Et c'est par le plus grand des hasards, en retournant le dessin, que je me suis aperçu qu'il y avait un deuxième visage caché. Et là, il y a un nouveau visage qui apparaît. Le front devient menton. Tout le monde le voit ? À partir de là, j'ai regardé avec un peu plus d'attention l'œuvre de Toulouse-Lautrec et on s'aperçoit qu'il y en a dans beaucoup de tableaux, dans beaucoup de dessins et dans des affiches. Le compagnon d'Offenbach, c'était Ludovic Halévy, que Lautrec représente ici. Il l'appelle la fourmi ou un navet dans un bonnet à poil. Alors là, j'ai retrouvé les explications du navet parce que les membres de l'Institut se réunissaient chez Drouan autour d'un dîner au canard au navet tous les vendredis. C'était des critiques. Et quand on parle de navet, il est probable que ça vienne de cette réunion. Et plus tard, ça deviendra l'Académie Goncourt. La barbe de Ludovic Halévy va se transformer en petit animal qui jaillit du chapeau de magicien. Vous voyez, on voit très nettement le petit museau, les oreilles, l'œil, les pattes avant et les cuisses arrière. Alors nous allons aller de découverte en découverte, si ça veut arriver. J'ai dû faire quelque chose. Je vais appeler au secours. Ça vient pas. Comment ? Voilà. Je vais appeler le technicien là, parce que il y a un blocage. Ah, voilà. Ah, d'accord. Je m'inquiétais parce que... Alors voilà le fameux tableau qui a été retiré de la vente par manque d'assurance par le Conseil des ventes en 2003. Et ce tableau, ce retrait, d'abord a permis à ce que le tableau ne parte pas à l'étranger. Et ça a permis aussi à l'équipe de l'Institut Lautrec de faire des recherches complémentaires. Et là maintenant, nous avons la preuve formelle
qu'il s'agissait du grand tableau central au théâtre de la Goulue, et ça permet aussi de pouvoir changer la légende du tableau qui est au musée d'Orsay, qu'on appelle Bal du Moulin Rouge, et qui en réalité représente l'Élysée-Montmartre. Alors, ce tableau, bien sûr, est signé. On a retrouvé bon nombre de devinettes à l'intérieur. On a même fait faire des études complémentaires par des laboratoires spécialisés. Et la signature est authentique. Et chaque détail du tableau a fait l'objet d'une étude scientifique. Et il n'y a aucune contre-indication à ce que le tableau ne soit pas authentique. Alors, l'histoire que je révèle autour de ce tableau confirme bien son authenticité. Alors, parmi les devinettes, il y a Monsieur Le Perrier, et là il y a une annotation, pas de jalouse. Monsieur Le Perrier, alors le dessin était destiné à Madame Le Perrier. Monsieur Le Perrier avait trompé Madame Le Perrier, et elle, de son côté, va lui faire porter les cornes. Et ça apparaît dans le dessin sous la forme de tête de bouc. L'affiche la plus connue au monde a dans sa composition des devinettes. Mais c'est aussi la conclusion de l'œuvre de marionnettiste de Toulouse-Lautrec, parce que Toulouse-Lautrec, marionnettiste, va être un des précurseurs du théâtre d'ombre en 1884, lorsque l'ampoule électrique est mise à sa disposition sur le castelet du théâtre d'ombre du Cercle des officiers de Fontainebleau, que Lautrec fréquentait avec son père. On lui met un écran et à disposition l'ampoule électrique, et il fait des théâtres d'ombre. Donc il représente les officiers, les personnages qui l'entourent, et s'il y a une partie de chasse, eh bien, les personnes se voient le soir même sur l'écran. Et cet écran va servir de table de montage à Toulouse-Lautrec pour faire ses affiches. Donc il y a des analogies avec les estampes japonaises, mais en réalité, ce que représente Toulouse-Lautrec dans cette affiche, c'est un théâtre d'ombre. On y voit Valentin le Désossé, la Goulue, les ombres derrière, les spectateurs, et les soucoupes, comme ont dit certaines personnes, des conservateurs, ces soucoupes que Lautrec a voulu représenter, en réalité, c'est la lumière électrique, ce sont les lustres du Moulin Rouge. Et dans cette affiche, Lautrec avait dissimulé Yvette Guilbert, que l'on retrouve dans les Froufrous. Vous avez un bandeau dans les cheveux, elle est de profil, vous avez son menton, sa poitrine, et puis là, ça apparaît, voilà, Yvette Guilbert. Et il y a un autre visage féminin qui va apparaître dans le genou. Tout le monde le voit? Donc l'affiche n'est pas trafiquée. C'est un message facétieux que Lautrec faisait passer, parce que c'était la grande mode à l'époque. Ce qui est extraordinaire, c'est que ce soit passé inaperçu pendant plus d'un siècle, et dénigré par les officiels qui sont chargés de défendre l'œuvre de Toulouse-Lautrec. Alors, dans le grand tableau, que cachent les froufrous? Eh bien, on va s'apercevoir ici que Lautrec s'était représenté sous des traits typés, parce qu'on est en pleine affaire Dreyfus, et Lautrec soutenait Dreyfus. Donc, il faut imaginer que ce tableau était à l'intérieur du théâtre, c'était un trompe-l'œil, et les spectateurs se retrouvaient au milieu de ce décor, mais en même temps, il y avait aussi, comment ça s'appelle, la Goulue, bien sûr. Alors, il y a d'autres devinettes qui apparaissent. Ici, on voit la tête d'une sorte de chèvre. Alors, on voit la coiffe, le museau, l'œil et le cou. Et cette tête s'emmanche sur le corps de la femme qui est attablée. Alors, il est évident que je passe un peu vite, mais c'est notre vision de l'image qui doit être... l'image ne va pas changer, mais c'est à nous de retrouver cette vision. Alors, il y a aussi un lapin. Je ne sais pas si vous le remarquez. Alors, il faut savoir que la foire du trône, c'était la fête au pain d'épices, c'était la fête au lapin. Il y a aussi une colombe qu'on va retrouver dans une affiche.
Alors ça, ce ne sont pas des graphismes de hasard, c'est volontairement que Lautrec les a insérés dans ses œuvres. Lautrec était malade, il jouait avec la mort, et on voit une tête de fantôme qui pourrait peut-être le représenter, qui est au-dessus de lui. Vous voyez, on voit bien son chapeau, l'œil, le nez et la bouche. Et là, on voit un bulldog, pas un chien, pardon, genre Pluto, qui apparaît sur le côté. Et puis, on découvre aussi le visage d'une vieille femme. Alors, il y a bien d'autres choses, mais je suis allé à l'essentiel. Alors voilà la baraque de la Goulue, comme on l'appelle, qui sera publiée en 1902 par Maurice Joyand dans le Figaro, dont il était un des copropriétaires. Et si cette publication est faite, c'est pour amener au marché la vente des 2 tableaux que la Goulue a cédés. Or, ce que nous avons en face de nous, c'est une supercherie réalisée par Maurice Joyand pour donner une origine au tableau qu'il possédait. Jamais les tableaux de Lautrec, sauf au moment d'un accrochage pour faire une mise en scène, n'ont été à l'extérieur. Ils étaient à l'intérieur du théâtre. Alors, ce n'était pas la baraque, c'était un théâtre. Ce théâtre de la Goulue va durer que 6 mois. Donc, pendant les 6 mois, elle n'a pas la possibilité de faire 2 théâtres. Et s'il y a une parade, comme on va le voir, en façade, c'est parce qu'à l'intérieur, ça doit être beaucoup plus beau puisque l'on paye. Alors, voilà le vrai théâtre de la Goulue, où on va retrouver des personnages devant. On est loin de la baraque de la Goulue. La supercherie de Maurice Joyand, on voit 2 tableaux accrochés dans un lieu désert. Et là, la Goulue avait un grand théâtre décoré à l'extérieur avec une estrade, et ce ne sont pas les tableaux de Lautrec qui sont à l'extérieur. Donc, comme je vous l'ai dit, elle arrête son activité au bout de 6 mois parce qu'elle est tombée enceinte. Et le théâtre sera vendu l'année suivante dans le journal forain. Alors voilà le grand panneau qui est au musée d'Orsay, qu'on appelle aujourd'hui Moulin Rouge. En réalité, c'est le début de la carrière de la Goulue, donc elle profite de cette mise en scène en trompe-l'œil pour faire voir à tous les spectateurs sa carrière. Donc elle débute à l'Élysée-Montmartre, aussi bien au Moulin de la Galette, et là c'est l'intérieur de l'Élysée-Montmartre que Lautrec va dessiner en 1886. Alors vous voyez, l'estrade correspond bien. C'est le même décor et les personnages correspondent aux personnages de l'Élysée-Montmartre. Lautrec avait fait des études pour l'intérieur du Moulin Rouge. Alors ça, c'est en 1892. Et on va s'apercevoir qu'au niveau des proportions, c'est rigoureusement identique avec l'autre tableau. Donc un est fait en 92, l'autre en 95. Alors, parmi les affiches les plus connues, il y a Jeanne Avril, et cette affiche détient un secret, et ce secret, elle se fait chatouiller la main par un monsieur qui ressemble étrangement au grand-père de Giscard. Le voilà apparaître, vous voyez, on voit bien qu'il y a un personnage dans son chapeau qui lui chatouille la main. Ici, confetti. Alors, je peux vous dire que pendant des années, j'ai cherché autour du chapeau, dans les mains. Alors, il y a peut-être des symboles dans la position des mains. Mais la devinette est ailleurs. Un jour, j'ai fait une étude qui a duré pas mal de temps, quand même, je dis un jour, sur les signatures de Toulouse-Lautrec, parce qu'il en mettait en haut à gauche, à droite, en bas. Et là, je me suis aperçu que cette signature aurait dû être en bas à droite pour alléger son dessin. Et en réalité, il va faire quelque chose de facétieux que vous allez voir, et après cette affiche, jusqu'à la fin de votre vie, vous la verrez autrement. Alors, je vous laisse encore quelques instants. Alors, on y va, et vous verrez que là, il a fait un sexe. Tout le monde le voit ? Ici, Jeanne Avril, on va voir au-dessus du personnage qui tient le violoncelle dans la fosse d'orchestre,
une tête de chien qui va apparaître, et on sent que ça va influencer Picasso, parce qu'il y a d'autres sujets qui vont influencer Picasso. Faire de la devinette, c'est quoi? C'est mettre 1, 2, 3 visages dans un visage. Et ça va être la formule de Picasso. Ici, le divan japonais, que tout le monde connaît. Il y a des devinettes. Alors, je vais vous donner les réponses tout de suite. Il y a 2 dauphins, un éléphant, un guignol et un jeune artiste. Alors, on va les découvrir. Le guignol est ici. Voilà le menton, l'œil, le petit chapeau lyonnais. Il manque que le petit bâton qui pourrait être ici. Il est au bord du Castellet. Et il salue Édouard Dujardin, qui était un critique d'art. La bourse prend la forme d'un dauphin. Tout le monde le voit, je pense. Hein. Et là, le rideau de scène prend étrangement la tête d'un dauphin qui rentre en scène. Vous voyez, c'est vraiment la forme d'une tête de dauphin qui rentre ici. Là. L'éléphant, eh bien, ce sont les 2 boutons de la redingote qui vont remplacer les yeux, qui vont se transformer par des yeux, et on voit la trompe qui apparaît, et l'oreille qui peut se développer derrière. Tout le monde le voit là. Yvette Guilbert, dont Lautrec a supprimé la tête parce qu'elle n'était jamais satisfaite des dessins qu'il réalisait d'elle, va être représentée par un Y que forment les gants. Alors ça, c'est un symbole. Et là, dans la coiffe, on voit très nettement qu'il y a un petit personnage qui apparaît. Il y a son œil, le nez, la bouche, la barbe, son grand chapeau, et puis on pourrait lui attribuer le bâton du chef d'orchestre. On appelle ça l'artiste. Alors ici, May Belfort, affiche connue. Dans l'œuvre de Toulouse-Lautrec, elle fait très sage. En réalité, cette artiste anglaise, May Belfort, avait un répertoire de chansons érotiques. Et le petit chat, c'était son accessoire. Et dans cette affiche, ce qui est extraordinaire, c'est on a l'impression que la coiffe, il y a un fouillis. Son père disait de son fils qu'il peignait la hache. En réalité, il n'y a pas un point ou un trait qui ne servent pas à quelque chose. Il a caché dans cette affiche un conte et une fable. Il y a tous les personnages d'un conte et les 2 animaux de la fable de La Fontaine. Alors on va les découvrir. Vous avez ici le corbeau et le renard. Ah non, pardon. Le symbole du petit chaperon rouge représenté par sa coiffe. Hein, donc vous avez la capuche avec des rayons de jaune, un petit ruban dans les cheveux qui vont bien dans les cheveux du petit chaperon rouge et la cape. Alors tout ça c'est symbolique, mais vous allez voir que ce n'est pas le fruit du hasard, c'est volontaire. Alors qu'est-ce qu'il manque dans l'histoire? Le petit chaperon rouge. Le petit chaperon rouge est symbolisé par une belle poitrine de jeunesse, on voit un corsage. Le buste de jeune femme. Et là, voilà son visage. Vous avez les 2 yeux qui apparaissent ici, le nez busqué, la joue et la bouche. On dirait Bécassine. Tout le monde la voit? Alors, qu'est-ce qu'il manque dans l'histoire maintenant? Le loup et la grand-mère. Voilà la grand-mère. Le point de départ, pour bien se repérer, c'est ici, c'est le trou de la narine. Vous avez le nez, la chevelure, la petite bouche ici et le menton. Elle n'est pas très nette, mais elle est présente. Si c'est trop défini, il n'y a plus de devinette.
Donc c'est un profil de personne âgée. Voilà le front, ben voilà, on avait l'œil, la narine, la bouche et le menton. Alors le loup va apparaître. Il suffit de tourner la fiche, c'est quand même plus pratique pour moi qu'un panneau. Vous voyez le loup, hein, il a l'œil féroce, là, l'oreille et la gueule. Donc on a tous les personnages, depuis le symbole du petit chaperon rouge jusqu'au loup. C'était où, là-dessus là, Le loup est dans le col, ici. Là. Alors j'ai pas trouvé ça d'un seul coup. Hein, c'est venu petit bout par petit bout. Et on m'a même aidé des fois. Il y a des personnes, à l'occasion d'une présentation, qui m'ont fait voir des choses que je ne voyais pas. Alors là, vous allez voir apparaître la transformation du chat. Et le chat se transforme en oiseau avec un bec. Alors, c'est le corbeau, parce que dessous, ici, il y a le renard. Vous avez le petit museau, ou la gueule, les oreilles, les pattes avant, les pattes arrière et la queue. Il est en position. Tout le monde le voit? Alors vous voyez, c'est extraordinaire de découvrir tout ça quand même dans une affiche. Et là, on s'aperçoit que chaque trait correspond à quelque chose. Ici, on va faire simple. On va simplement démontrer qu'il y a une colombe. Mais quand on retourne bien, on voit des visages dans les chapeaux. Et c'est le même genre de colombe qu'on retrouve dans le tableau du Moulin Rouge. Voilà, on a fait l'analogie. Alors là, une facétie. Lautrec avait obtenu la fiche pour la publication du livre de Victor Josse, qui parle des mœurs de la bourgeoisie. Ils sont dans un salon de restaurant, on a fermé les portes, ils sont tranquilles. Il y a 2 messieurs et il y a 2 dames. Alors je vais vous donner la réponse. On peut s'apercevoir que le compagnon de la dame manquante tourne pudiquement la tête. Eh bien, sachez qu'il attend son tour, parce que sa compagne est ici. Vous avez la chute de rein sur les genoux du monsieur. Vous la voyez, c'est très clair. Une fois qu'on sait, tout est clair. Alors moi, je n'ai aucun mérite, puisque c'est Lautrec qui a fait ces devinettes. Vous avez ici un tableau qui n'est pas encore référencé, mais qui est authentique. Il appartient à un commissaire-priseur. Ce tableau, Lautrec représente la jeune fille nue. Vous voyez, si on regarde bien, elle est en transparence. On voit ici ses fesses. Et si on regarde de plus près sa coiffe, ce ne sont que des têtes d'animaux. Il y a un renard, un chien, un coq. On va les voir apparaître. Vous voyez la tête, là? Alors ça, c'est le loup, que j'ai confondu avec le renard, sûrement. Vous voyez la tête de chien? Vous avez les 2 yeux, la truffe, la langue, rouge. Tout le monde le voit, hein? Le coq est très net. Et puis si on regarde un peu plus, dans les draperies, il y a des têtes qui apparaissent, et peut-être encore autre chose dans la coiffe. Ici, il y a un visage humain, là. Donc on vous présente une version allégée. Ici, vous avez Mireille au salon de la rue des Moulins. C'est préparatoire au grand tableau qui se trouve au musée d'Albi. Il avait toute une série d'études sur carton, l'huile à essence sur carton. Et dans les études, il manquait ce tableau. Donc il est dans une collection particulière. Et Lautrec a caché sa signature, qu'on voit apparaître ici. Vous voyez, HTL, le T, le L. Tout le monde la voit? Elle est cachée dans les rideaux. Signature secrète. Et Mireille n'est pas seule, elle est accompagnée de 2 animaux. Alors je vais vous dire quels sont ces animaux. Il y a un cochon et un bulldog. Et vous allez les voir.
voyez le cochon? Et voilà le bulldog. Donc ce sont ses fesses plutôt, qui vont se transformer en bulldog, les deux yeux, la truffe, les bajoux et la tête qui est là. Tout le monde le voit? Donc c'est bien une action volontaire. Alors parmi les dessins qui ont été pour moi un fil d'Ariane, il y avait cette étude d'italienne qui représente Agostina Segatori, et sans la notation qui est ici, jamais j'aurais pu redécouvrir l'histoire réelle de Toulouse-Lautrec. Il y a marqué dessin d'après nature, mis en place par moi et corrigé par Jérôme. Qui était Jérôme? Je l'ai retrouvé, c'est Jean-Léon Jérôme, professeur à l'école des Beaux-Arts, membre de l'Institut, gendre de M. Goupil, et son atelier, qui aurait dû être classé monument historique, se trouve en face du Moulin Rouge, c'est aujourd'hui la chapelle Saint-Rita. Et c'est grâce à ce dessin que j'ai percé le secret, je vais vous en parler tout de suite, qui débouche sur la mort de Van Gogh. Ah, bah je vous passerai le... Alors voilà Agostina Segatori dans l'atelier de Jérôme. Alors Lautrec l'appelait la sécator. C'est Madame Adhémar, Hélène Adhémar et Monsieur Adhémar qui m'ont permis d'avoir beaucoup d'informations sur cette personne. Donc ils m'ont bien aidé. Elle était tenancière du cabaret Le Tambourin qui était boulevard Clichy, presque en face de l'atelier de Jérôme. Elle était modèle de Jérôme. Et puis c'était le début de la quadrichromie. Le Figaro passe en couleur. Le Figaro, c'est la maison Goupil, donc Jérôme est le gendre. Et on utilise à partir de 1883, chez les peintres, la couleur jaune, la couleur bleue, la couleur rouge, le noir, et les peintres peignent comme des imprimeurs. Et si tout le monde se trouve au bord de la Seine à Asnières, c'est parce qu'ils sortent de l'imprimerie Goupil qui est sur les quais d'Asnières. Donc Seurat était sur place. Concordance de lieu, concordance de date, concordance de technique. Alors vous voyez, du dessin on passe à l'aquarelle avec une précision vraiment rigoureuse. Hop, c'est pas... Bonjour, on repasse. Alors voilà Jérôme, dessiné par Toulouse-Lautrec. Alors il faut savoir que les photos de ce peintre existent, et on a même retrouvé une photo où Jérôme est dans ce fauteuil. Donc on va faire un dossier complet sur Jérôme. Parce que Jérôme est la clé de l'affaire Lautrec, et Jérôme est la clé de l'affaire Van Gogh. Voici Toulouse-Lautrec dans l'atelier de Jérôme à l'école des Beaux-Arts. Il est ici. Là, vous avez Jean-Léon Jérôme. On remarque que Lautrec a dans ses bras un enfant. On peut affirmer aujourd'hui, parce que la famille l'a reconnu publiquement, que c'est le fils de Toulouse-Lautrec. Alors la maman de l'enfant, c'est Marie-Clémentine Valadon, qui était modèle de Jérôme, petite écuyère qui avait fait une chute au cirque Fernando, sur le même trottoir que Jérôme, boulevard Clichy, donc le cirque est un peu plus loin que son atelier, et elle devient la coqueluche des peintres, on l'appelle la Vénus de Montmartre, et c'est dans l'atelier de Jérôme, cette jeune femme qui mesurait 1,54 m, qui avait 17 ans, elle rencontre le petit Toulouse-Lautrec qui vient d'arriver à Paris pour faire l'école des Beaux-Arts, donc la famille habite rue de Douai, derrière l'atelier de Jérôme, comme par hasard. Et c'est l'appel de la nature, parce que lui mesure 1,52 m, il a 18 ans, et l'année suivante, le bébé arrive au monde. Et là, avec ses amis, il fait carrément une reconnaissance de paternité. Alors on est limité par le temps, donc je ne vais pas trop développer l'affaire. Hein. Alors sur la tombe de Jérôme, j'ai retrouvé cette sculpture. Cette sculpture, il s'agit de Marie-Clémentine Valadon, qui, après la mort du fils de Jérôme, deviendra Suzanne Valadon. Jérôme meurt, le fils Jérôme, donc Jean Jérôme, meurt en 1891. Théo Van Gogh meurt en 1891 et Vincent Van Gogh meurt en 90. À cause d'elle, il y a eu 3 morts.
Et c'est sur cette tombe que j'ai compris l'affaire, parce que le premier à rentrer dans la tombe, c'est Jean Gérôme, fils du peintre. Il avait le même âge que Toulouse-Lautrec et il meurt comme Théo Van Gogh. Alors là, nous avons maintenant tous les indices pour démontrer pour qui, pourquoi et comment Vincent Van Gogh est mort. Il est mort pour cette femme. Et là, Van Gogh, dans la période parisienne, va faire sa maîtresse italienne, Agostina Segatori, qu'on a vu tout à l'heure modèle de Toulouse-Lautrec, puisqu'elle était dans l'atelier de Jérôme. Donc cette femme sera modèle de Jérôme, modèle de Lautrec, modèle de Van Gogh. Elle a un cabaret. Van Gogh y installe ses toiles. Il est riche. Van Gogh n'est pas un pauvre comme on le démontre aujourd'hui. Van Gogh s'appelle Vincent de Princenargues. Il est noble. Dans la période parisienne, il est marchand de tableaux, il est inscrit au registre de commerce au 54 rue Le Pic, il habite, et au 52 rue Le Pic, il a sa galerie. Et Vincent Van Gogh est l'intermédiaire entre les peintres et la maison Goupil que son frère dirige, tout au moins la galerie des jeunes peintres. Et il faut savoir que Vincent Van Gogh sera marchand de tableaux chez Goupil pendant 7 ans. Donc M. Van Gogh n'est pas n'importe qui. Jusqu'au moment où il ose afficher ses 2 maîtresses. Et ça, c'est la première fois que je le présente, non, la deuxième, que je présente cette hypothèse, disons, publiquement, puisque ce tableau est réalisé d'une façon bizarre. Vous allez voir pourquoi. Elle a un œil qui est décroché. Voilà. Ce que fait Van Gogh dans ce tableau, il ose mettre ses 2 maîtresses dans un même visage. Et c'est peut-être ça qui va le perdre, parce que Vincent Van Gogh a trompé Toulouse-Lautrec. D'où une bagarre chez la Segatori et le départ de Van Gogh en Arles immédiatement après. Il est probable qu'il fasse un peu de prison, parce que l'atelier, tout au moins le cabaret de la Segatori ferme parce que le sang a coulé. On sait que Van Gogh se bat dedans. Et s'il a trompé Lautrec, il a trompé la Segatori. Et la Segatori était soutenue par des Marseillais. Donc quand Vincent se pointe, c'est ni elle ni Lautrec qui va se battre. Il se bat avec des souteneurs. Et son départ en Arles n'est pas une énigme, il est interdit de séjour à Paris. Quand il est malade, s'il n'avait pas été interdit de séjour à Paris, on aurait pu le ramener, le rapatrier très rapidement. Donc, on va développer, vous allez voir, si on coupe ce visage, vous avez d'un côté le visage d'Agostina Segatori, et puis le fameux visage de Valadon qui va servir de modèle à Renoir, vous voyez, avec un autre visage complètement différent. Alors, c'est une des preuves de cette liaison entre Van Gogh et Suzanne Valadon, et c'est une des preuves aussi de la mort de Vincent Van Gogh, parce que Vincent Van Gogh, je vais terminer là-dessus, ne s'est pas suicidé de la façon dont on dit, il se suicide, mais pas d'une balle. Il se suicide en refusant les soins. Vincent Van Gogh, la balle qu'il reçoit, c'est pas lui qui la tire. Voilà. Ben, je vous remercie. Merci Louis Barbier. Et c'est une vue tout à fait différente de ce qu'on lit dans les livres. Et Louis Barbier, que je connais depuis très longtemps, a beaucoup travaillé. On s'est connus grâce à l'exposition qu'il avait réalisée à Montmartre, sur Toulouse-Lautrec. Alors, on va poser des questions. Mais on est en train, madame. Seulement, il me manquait quelques éléments. Ça gêne, vous comprenez bien que ça gêne, ça dérange, donc il ne peut pas y avoir de vérité. Ça fait 25 ans qu'on m'a mis sur le dos l'étiquette d'imposteur, et j'avais promis une dame, à madame Tapier de Céléran, de ne pas faire de scandale autour de Toulouse-Lautrec, elle m'a demandé. Donc, ma promesse est retenue maintenant, je peux parler, et on publie. Mais absolument. Et je ne vous ai pas tout dit. Bon, on va passer au jeu des questions après, parce qu'après, on va attaquer le 3e sujet. Donc, j'interviens très rapidement sur la critique d'art,
et nous poserons les questions. Pardon. Bon, alors je voulais simplement, comme je suis en train de sortir un livre pour Art et Art sur la critique d'art, faire une légère historique sur la critique d'art. Qu'est-ce que c'est que la critique d'art? Qui est le critique d'art? Un journaliste, un historien de l'art. Il n'y a pas de profession bien définie. Les premières critiques d'art ont commencé dans les années 1748 et j'ai fait une introduction de ce livre. La critique d'art depuis 1891, parce que c'est plus dense au point de vue documentation. Vers l'année 1891, l'art français traversait alors une crise due à des motifs complexes, opposition violente à l'art académique, réaction contre l'impressionnisme, recherche de procédés nouveaux, désir de s'affranchir de la reproduction directe de la nature, suppression de la peinture, d'histoire et de genre. Les exemples de Seurat, Cézanne, Gauguin et de Van Gogh déterminaient cette crise et une effervescence. Il s'agissait de rien moins qu'une brisure avec la tradition et l'optique des foules. Les théories abstraites foisonnaient, souvent délaissées peu après leur apparition. Les exagérations, les erreurs étaient inévitables dans les expositions libres, salon d'automne indépendant, salon des Tuileries, qui se créaient en face du salon retenu par l'État, où des talents honorables voisinaient avec la routine et le commun des innombrables cotisants amateurs plaient des salons. Certains parlaient de brûler le Louvre. Ils préconisaient le retour au primitivisme. C'est à ce moment que les marchands intervinrent en se posant en protecteurs de l'art d'avant-garde et flairant une affaire qui pouvait devenir excellente avec des procédés publicitaires. Le premier essai, fait en 1891 dans le milieu de la Revue Blanche, des frères Nathanson, directeur, et aussi Lucien Mulfeld, Veil dit Romain, Colus, Banda, Paul dit Tristan Bernard, Léon Blum. On y cultivait l'anarchisme, l'antimilitarisme, on soutient la peinture nouvelle en liaison avec les marchands. Le peintre Vuillard a dépendu d'eux toute sa vie. Il surjouait les mécènes et offrir des contrats aux débutants en récoltant plus tard des bénéfices. Ce système existait à cette époque ne s'organisa vraiment que vers 1900. Avec hardiesse et ingéniosité, il résulta un consortium avec les grands marchands juifs de l'époque, Wittgenstein, Bernheim, Hessel et Rosenberg, ainsi que nombreuses petites galeries et revendeurs tels Paul Guillaume et Ambroise Vollard, dont on a beaucoup parlé ces derniers temps. Ce trust avait pour but l'accaparement du marché pictural français avec des coûts magnifiques. Cela allait de pair avec ceux des théâtres et des cinémas et des journaux. La réussite exigeait plusieurs conditions. Il fallait faire de la place sur le marché à conquérir. Ruiner la cote d'artistes jusqu'alors honorée, constituer de gros stocks en faisant surproduire en série certains novateurs. Il fallait aussi s'assurer un public d'acheteurs composé de snobs, de faux amateurs, spéculateurs, de fonctionnaires et de politiciens. Les directeurs de journaux, devant la multiplicité des salons et des galeries, considéraient la rubrique de la critique d'art comme devant être désormais payante, en argent ou en cadeau, et relevée de la caisse de la publicité. Auparavant, ces procédés étaient inconnus. Les marchands qui avaient défendu à leur risque et péril et pas conviction, comme Durand-Ruel, n'avaient compté que sur l'aide désintéressée de quelques écrivains. Alors, en tant que critique d'art, bien sûr, il a été fait un colloque il y a 1 an à Paris, à l'Institut hébraïque, un colloque Gustave Kahn, qui était un grand critique d'art. Valdemar Georges, dont je parlerai dans le livre, Valdemar Georges, dont on parle à nouveau ces temps-ci, étant donné qu'une exposition se tient dans 2 galeries à Paris sur Alfred Rett, qui est un peintre peu connu et qui a été longtemps dans l'ombre, et actuellement 2 galeries, le Minotaure et les Beaux-Arts et la galerie Laurentin sur les quais, proposent une superbe exposition d'Alfred Rett. Donc je n'ai pas aujourd'hui Jeanne Esma, qui est une amie et qui a bien connu Alfred Rett, qui avait son atelier rue du Montparnasse, et c'est un artiste superbe. Et ce critique d'art, Valdemar Georges, a fait dans cette petite plaquette Les silences d'Alfred Rett une très brillante introduction de son travail. Alors, bien sûr, dans le monde de la critique, vous avez des critiques qui sont très connus comme Camille Mauclair, tous les grands critiques de l'époque symbolistes. Chateaubriand, dans ses mémoires d'outre-tombe, le livre 29e, chapitre 6,
parle beaucoup de toute l'école des Français établis à Rome. Et le monde de l'art est un monde tout à fait intéressant parce que les critiques d'art sont bien sûr des personnages qui ne sont pas toujours très bien référencés, qui ont été longtemps pas payés, indépendants, et certains artistes même avaient eux-mêmes la qualité d'être des critiques d'art. Par exemple, Maurice Denis a fait la critique d'art sous un nom d'emprunt. Camille Mauclair était un des principaux de l'époque, Albert Aurier. Vous avez ici, dans un livre que je vous recommande pour la critique d'art, donc un portrait de Camille Mauclair. Alors en fait, entre le monde symboliste, les années d'après-guerre et le monde contemporain, à définir une profession de critique d'art, c'est assez difficile. Alors je vous montre cette caricature qui s'appelle la promenade du critique influent. Donc ça vient d'un livre qui s'appelle tout bêtement La promenade du critique influent, qui a été édité chez Azan, qui est une anthologie de la critique d'art en France de 1850 à 1900. Voilà. Alors, bien écoutez, je vais laisser la place aux questions-réponses pour faire suite à l'intervention de Louis Barbier avant de passer au sujet suivant. Alors, si vous voulez poser quelques questions autour de la présentation de Louis Barbier. Tapier de Céléran fait partie de la famille de Toulouse-Lautrec, hein, si je me souviens bien. Oui, bien sûr, c'est le côté familial. Oui, les tapis, ils deviendront de Céléran à la suite d'un héritage. Ils ont hérité d'un notable qui s'appelle M. Mingot, qui était notable à Narbonne. Et il a adopté deux orphelins, les tapis. Donc les tapis ayant obtenu le château de Céléran sont devenus tapiers de Céléran. D'accord. Alors pour les origines de Toulouse-Lautrec, je peux vous donner encore une information parce que j'ai creusé. Ils sont comtes de Toulouse, mais pas de Toulouse. Le Toulouse de Lautrec est à 30 km d'Albi, ça n'a rien à voir avec la ville de Toulouse. Donc c'était une petite place forte qui a été rasée. Actuellement, il y a une maison de vacances et il porte le nom de Toulouse-Lautrec-Montfat. Et c'est après la Révolution qu'ils se mettent les blasons avec la croix du Languedoc et les lions. Voilà, donc vous allez à Lautrec, il n'y a absolument pas ce qu'on voit aujourd'hui dans les blasons des Toulouse-Lautrec. Mais ils sont comtes de Toulouse. Oui, voilà. Louis Barbier, je voudrais vous poser une petite question. Sur le catalogue de l'exposition Toulouse-Lautrec, qui avait lieu, je crois, au musée d'Orsay. 92, il y avait un tableau avec une femme de dos, avec une robe rose. Ouais. Et dedans, vous aviez trouvé une représentation phallique. Voilà. Dans cette robe, vous ne l'avez pas mise dans Non, je ne l'ai pas encore. Alors, je vais vous expliquer. On a commencé à publier les sujets où il n'y avait pas d'autorisation de droit. Donc maintenant, il faut, pour les tableaux qui sont dans les musées ou dans des collections, il faut obtenir les hectachromes et avoir des droits à payer. Donc là, c'était des affiches ou des tableaux de collection particulière, donc les droits, je les avais. Dans les tableaux des musées nationaux, il y a énormément de devinettes, et aussi bien dans les collections particulières que dans les musées étrangers. Donc ça va faire l'objet d'un vrai volume, parce que j'en ai retrouvé plus d'une centaine, différentes, bien sûr. Et le tableau qui évoque Monsieur Bois, tout le monde le connaît, c'est le bal du Moulin Rouge. Il y a une femme sur le côté. Cette femme, c'est un travesti, c'est Toulouse-Lautrec tout simplement. Et bon, il faut les photos pour pouvoir comparer. Il ne lui manque que la barbe. Alors, il avait pris la tenue de Jeanne Avril. La photo existe où on le voit en tenue de Jeanne Avril. Et lorsque vous aurez ce visage en vision, quand vous regarderez ce tableau, regardez bien les yeux de Toulouse-Lautrec. Il a les yeux inclinés, il ne regarde pas la scène. Il a son visage, son regard qui est porté sur les fesses de la danseuse, qui est probablement la Goulue, et vous verrez qu'il apparaît à ce moment-là un sexe qui fait tout le fessier. Donc Lautrec présentait ses envies d'amour avec cette femme, et il avait accroché ça au Moulin Rouge. Et vous verrez, une fois qu'on est informé, ça vient tout seul.
Voilà. Bon, Robert Dory. Oui, est-ce qu'il y a des rapports avec Carandache pour ce qui concerne Les théâtres d'ombre, puisque absolument. Carandache a beaucoup travaillé au... Alors Carandache va faire l'épopée napoléonienne. Il faut savoir que le premier théâtre d'ombre de Toulouse-Lautrec a été réalisé en 1884, et ça je suis formel, au Cercle des officiers de Fontainebleau. Donc jeu de marionnettes transformées. À l'origine c'était des découpages dans des petits cartons. J'ai retrouvé le fichier, par le plus grand des hasards. Vous savez, quand on est à la recherche, on ne sait pas ce qu'on va trouver. Après, Lautrec n'interviendra pas directement parce que le théâtre d'ombre du Chat Noir commence en 1886. Là, il y a de grandes mises en scène. Et Lautrec n'intervient pas. Il s'efface un petit peu parce qu'il vient d'être trompé par son ami. Donc il va voir une prostituée, il tombe malade, il attrape la syphilis, et il ne reviendra qu'au devant de la scène qu'avec la mort de son rival, après la mort de Vincent van Gogh. Et c'est à ce moment-là qu'il a un coup de piston, il obtient la commande de l'affiche du Moulin Rouge, parce que c'est le Figaro, via Jérôme, qui fait la publicité du Moulin Rouge pour la réouverture. Lautrec n'était pas disposé pour avoir cette affiche, c'était Villette, c'était Chéré, et d'un seul coup, Lautrec devient célèbre. Et il va réapparaître dans des clubs, puisqu'il y a beaucoup de cabarets à Paris, il n'y a pas que le Chat Noir ou celui de Bruant, il y en a des centaines. Tous ces cabarets émergent pour les expositions successives, les expositions universelles et les nouvelles techniques. Et Lautrec fera partie du Club des éléphants. Et j'ai retrouvé des découpages qui ont été vendus récemment aux Andelys. Et ces découpages de tôle, c'était des Toulouse-Lautrec. Alors j'en ai acheté quelques-unes parce que ça valait quand même un petit peu, c'était passé anonyme. Et Lautrec avait fait faire des découpages. Donc lui, il donnait les dessins et c'était des spécialistes qui découpaient des plaques de zinc. Et dans chaque grand cabaret, il y avait un théâtre d'ombre. C'était précurseur du cinéma. On passe du théâtre de Guignol au théâtre d'ombre et après, c'est le cinéma qui arrive. Tout ça en une dizaine d'années, hein, entre le cinéma et le théâtre d'ombre. Voilà, je ne sais pas si... J'essaye de vous convaincre. Pour revenir aux affiches, Lautrec a utilisé un théâtre d'ombre comme une table de montage. C'est une utilisation qu'on pourrait refaire aujourd'hui, c'est du symbolisme. Regardez les tableaux de Gauguin, vous les rapprochez d'un théâtre d'ombre, les affiches de Toulouse-Lautrec. Lautrec découpe les personnages, il les met sur une tige de fer ou de bois, il plante ça dans un bac de sable. Il regarde ce que donne son sujet sur l'écran. Il peut augmenter la distance, le faire grandir, le diminuer, le tourner. Ça lui évite des dessins, ça lui évite de faire des calques. Et quand il a mis ses décors, quand il a mis tous ses personnages, quand il est content de ce qu'il voit sur l'écran, eh bien, il n'a plus qu'à recopier son carton et donner sa maquette au chromiste. Parce que c'est pas lui, c'est pas Lautrec qui a imprimé ses affiches. C'était une industrie, donc c'était après retravaillé sur des plaques par des chromistes. Voilà, je ne sais pas si vous voyez la technique. Et c'est pour ça qu'on voit souvent les fameuses ombres noires qui débordent, vous savez, sur les retours de fenêtres ou sur par exemple sur l'affiche du Moulin Rouge, où l'on voit des cerclages de noir. Ici, vous voyez, qui augmentent le dessin. Eh bien, moi, j'ai fait ça à l'école aussi. On fait des découpages, on colle des papiers transparents de couleur, et le support carton, lui, reste noir dans la projection, et on garde tous ces supports. Et la peinture change radicalement à partir de ce moment-là, pour la composition des peintres. Voilà. Voilà sa place. Merci.